monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie. Franchement, le dernier épisode, Salim, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais les commentaires, puis les likes, puis ça fait chaud au cœur de voir tout cet engagement des gens qui nous suivent, qui nous regardent. Merci énormément. Effectivement, j'ai reçu également plusieurs messages textes, des messages sur les réseaux sociaux, etc. Les gens ont beaucoup aimé les deux derniers épisodes. Puis d'ailleurs, le point commun des deux derniers épisodes, c'est que nous avions des invités. On a eu John Parizella, puis nous avons eu aussi le député fédéral Alain Reyes. Et on a le privilège aujourd'hui d'avoir une autre invitée pour la 3e semaine d'affilée. Et c'est la députée de Mont-Royal-Outremont, Michèle Setlaqui, qui nous fait l'honneur de participer au balado Politiquement parlant. Bonjour, Madame Setlaqui. Bonjour à vous deux. On est content de t'avoir. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Je pense que oui. Hein? Oui. J'avais envie de dire, appelez-moi Michèle. On va laisser Michèle, mon parfait. nom. Premièrement, mon nom de famille est compliqué. Je vais le dire une fois là, pour les auditeurs, Setlaqui. Mais donc, allons-y avec... Michèle, c'est parfait. Et le dessus, je n'ai aucun problème. En passant, je connais d'autres noms de famille qui sont un peu plus compliqués. Oui, c'est ça. Autour de la table. Oui, c'est ça. Autour de la table, on est correct, là. Non, merci d'être là. Comme Salim a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais on a pas mal d'invités qui veulent venir sur le podcast. Puis, qui acceptent notre invitation, en fait. Exactement, qui acceptent notre invitation. Puis, c'est magnifique parce que ça permet de faire connaître aux gens qui nous écoutent les gens qui se trouvent en politique ou des gens qui ont travaillé ou qui sont en arrière-scène de la politique. C'est tout un monde, la politique, donc on est très content de t'avoir ici. Juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, tu es la leader adjointe, la leader parlementaire adjointe de l'opposition. Et dans l'opposition, tu es aussi la porte-parole dans pas mal d'affaires. Il y en a pas beaucoup de députés en opposition, mais accès à l'information, culture, communication, cybersécurité numérique, responsable aussi de la région de la Chaudière-Appalaches et de la région du centre du Québec. Ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup, mais là, si je reprends, je vais rebondir sur la fin, responsable, entre autres, de la région de Chaudière-Appalaches. C'est ma région natale. Je ne sais pas si vous voulez que je commence par un petit exposé là, de mon parcours, ce qui m'a mené à la politique provinciale. Mais je suis née à Thetford Mines, donc dans la région de Chaudière-Appalaches, donc c'est pas un hasard là, que je sois la députée marraine de cette région-là, entre autres. J'ai passé 19 ans de ma vie à Thetford Mines. J'ai fait mes études là jusqu'au cégep, inclusivement, et c'est à 19 ans que j'ai quitté ma ville natale pour l'Université de Montréal. Moi, il fallait que je change de décor. La plupart de mes amis s'en allaient soit à Sherbrooke ou à Québec. Tu sais, à peu près 1 heure de distance. Puis moi, déjà, là, j'aimais beaucoup Montréal, puis c'est à Montréal que je voulais venir faire mes études en droit, donc à l'Université de Montréal. Et puis, je ne suis jamais retournée vivre à Thetford Mines ou ailleurs qu'à Montréal. Évidemment que j'y vais pour visiter mes parents, mais donc, ces études en droit, je les ai adorées. Moi, j'avais exclu d'emblée là, tout ce qui est santé, tout ça. Je me disais, je vais m'en aller en affaires ou en droit. Puis, moi, je pensais faire ma carrière complète en droit. J'ai travaillé chez Ogilvy-Renault. Tu sais, moi, j'ai eu dans la course au stage, durant la 2e année en droit, j'ai fait le processus et je me disais, j'y vais pour le grand bureau si j'ai le privilège de continuer, dans le fond, ma formation dans un grand bureau. Puis on verra à partir de là. Mais une fois que j'étais comme embarquée dans cette game-là, si on veut, là, parce que la course au stage, c'était toute une game, c'était tout un rat race, si vous me prêtez l'expression. Ça a bien fonctionné. J'ai eu une offre chez Ogilvy-Renault qui aujourd'hui s'appelle Norton Rose. Et puis là, je suis plongée à fond. J'ai plongé à fond dans ma carrière de droit. Étudiante, stagiaire, jeune avocate. Puis donc, j'ai passé 10 ans là-bas. Ça a été extrêmement formateur. Puis moi, à cette époque-là, je pensais faire ça pour toute ma carrière. D'ailleurs, j'admirais les avocats, les associés seniors qui avaient passé toute leur carrière. C'était pas... Tu sais, aujourd'hui, j'ai 50 ans, là, donc on recule quand même, mon Dieu, 25 ans, en tout cas. Ouais.
à l'époque, il y avait une très grande loyauté. Il y avait vraiment des avocats qui faisaient toute leur carrière dans des grands cabinets. Aujourd'hui, il y a une plus grande mobilité. Bon, ça se comprend. Mais bref, moi, je pensais que je passais ma carrière dans ce cabinet-là qui était... Pourquoi le droit, en fait? Qu'est-ce qui vous a mené? Comme je disais, j'ai exclu, moi, le domaine de la santé. Je me disais, c'est une excellente formation générale. Tu sais, au départ, quand je m'embarquais là-dedans, c'était peut-être... C'était avec... Je savais pas nécessairement le plan de devenir plaideuse ou quoi que ce soit, mais je me voyais dans des dossiers. Tu sais, j'ai un côté intellectuel ou, tu sais, de rigueur, d'analyse. Je me disais, ça va sûrement me plaire, mais je n'avais pas nécessairement une idée préconçue du genre, moi, je vais aller plaider. Au contraire, tu sais. Donc, durant mon stage, mon expérience dans un grand cabinet, j'ai touché à plusieurs domaines. Puis là, j'ai réalisé que la plaidoirie, c'était peut-être pas pour moi. Je dis, tiens, moi, j'avais un intérêt pour les affaires. Bon, peut-être parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs, puis d'une famille qui est en affaires dans le domaine du commerce de détail. Bref, je me retrouve en droit des affaires, puis ça me plaît, le transactionnel. Il y avait de la rédaction de contrats. Il y avait, bon, évidemment, j'étais jeune avocate, mais il y avait un aspect de négociation. On faisait ça en équipe. Je plonge là-dedans, puis finalement, je me trouve à ma place. Il y avait des hauts et des bas. Évidemment, on travaille très, très fort en grand cabinet, mais c'est extrêmement formateur. J'étais entourée de gens que j'admirais beaucoup. J'ai énormément appris. Et puis, honnêtement, je pensais, comme je disais, faire ma carrière là-bas. J'avais un intérêt pour la politique, mais je n'étais pas une personne qui était si politique que ça. Évidemment que je suivais la politique, mais un peu à distance. Et donc, là, j'ai eu mes enfants. Ça a un petit peu changé ma trajectoire dans le sens que, bon, évidemment, notre vie change quand on devient maman, mais j'étais déjà jeune associée dans le cabinet d'Ogilvy Renault, aujourd'hui Norton Rose. Je suis retournée après ma première. Mais là, après ma deuxième, je suis allée en entreprise, en contentieux. Je voulais un peu ralentir le rythme. Et là, je tombe enceinte de mon troisième. J'ai des enfants rapprochés, moi aussi. Et là, c'est ce qui m'a comme... quand je tombe enceinte de mon troisième, j'ai décidé de prendre une pause de ma carrière en droit pour me consacrer à ma famille. Je me disais, ça va peut-être être une courte période. Là. Donnons-nous 1 an, 2 ans. Ça va être pour le bien de la famille. Je replongerai plus tard. Et donc, ça a été pour moi l'élément un peu qui a changé ma trajectoire. Dans le sens que, bon, je suis devenue maman, ce qui est le rôle le plus important de ma vie. Là. C'est ma plus grande fierté, mes 3 enfants. Mais étant donné que j'étais une avocate qui prenait une pause de sa carrière, là, c'était comme comment je me réajuste, comment je continue de m'épanouir à travers tout ça. J'étais très, très épanouie comme maman, je le suis encore, mais je me suis donc impliquée bénévolement dans des... Tu sais, j'étais comme plus sensibilisée à certaines causes. Avec mes enfants aussi, localement, à Ville-Mont-Royal, où ma mari et moi, on élève notre famille toujours. J'étais plus consciente de mon environnement, des enjeux, de ce qui se passait. Et donc, je me suis impliquée bénévolement. Puis là, de fil en aiguille, bon là, les enfants ont commencé l'école. On a une excellente école publique de quartier à Ville-Mont-Royal, l'école Saint-Clément. Et donc, j'occupais mon temps un peu comme quand j'étais avocate. Là, je disais presque non à rien, à tel point qu'à un moment donné, je me suis retrouvée presque débordée. C'est drôle, dans mon rôle de maman, qui veut exceller, qui veut cuisiner, qui veut amener ses enfants à toutes sortes d'activités, qui veut avoir une vie sociale, qui veut... Bref, ça m'a donc amenée à la politique municipale. Cette implication bénévole, cette implication dans l'école de quartier où j'ai présidé la fondation. L'école Saint-Clément a une fondation. Mm-hmm. Et j'ai passé beaucoup de temps bénévolement en équipe à lever des fonds pour cette école extraordinaire qui permettait donc d'acheter toutes sortes d'extras pour l'école. Évidemment, c'était pas pour venir combler des besoins qui étaient rencontrés par le gouvernement, mais c'était vraiment pour fournir des extras. Et c'est par ce rôle-là, dans la communauté, que je suis entrée en politique municipale. Donc, le maire de l'époque, Philippe Roy, il y avait un siège. En fait, il y avait une vacance au conseil de ville dans mon district, là où j'habitais, depuis presque, c'était à cette époque-là, 15-20 ans. Et 15 ans. Et puis, il me dit, tu serais parfaite pour siéger au conseil de ville dans mon équipe. Présente-toi donc, il y a une vacance, il va y avoir une élection partielle. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est en 2015. 2015 pour la partielle. En tout cas, c'est en 2015 qu'il commence à m'en parler. La partielle est en 2016 et j'ai dit oui.
Mais je me rappelle d'avoir été un peu étonnée, comme sur le coup. Puis après, de m'être dit presque dans les secondes qui ont suivi, ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est parfait, c'est parfait, c'est là où je dois m'en aller. Parce que là, évidemment, ma carrière de droit, vous avez compris que là, je l'ai mise de côté pour plus que 2 ans parce que finalement, ça me plaisait beaucoup. Puis ça nous convenait aussi dans nos choix familiaux, là, mon mari et moi, que je ralentisse comme ça puis que je sois plus... mon mari voyageait beaucoup, tu sais, que je sois le socle à la maison. Puis moi, je me plaisais là-dedans. La jeune enfance, ça passe tellement vite. Donc, mais c'est sûr qu'au fil des ans, oui, ça m'apportait beaucoup, là, cette implication-là dans la communauté, puis autour de mes enfants. Puis, mais je cherchais quelque chose. Puis des fois, dans la vie, les choses arrivent par elles-mêmes. Donc, c'est ce qui est arrivé avec la politique municipale et cette offre du maire de l'époque. Puis, j'ai dit oui. J'ai dit, OK, parfait. Donc, je m'embarque un peu là-dedans. Je dirais pas naïvement, mais un peu parce que la politique municipale à Ville-Mont-Royal, c'est un milieu exceptionnel, c'est un beau milieu de vie où les choses vont bien, la ville garde les taxes très basses, historiquement, les services sont très bons. Bon, je voyais 3-4 dossiers, des grands dossiers peut-être à l'horizon, mais je ne voyais pas à quel point je pouvais, devenir complètement accro à la politique. Ouais. Et combien ça allait finalement, au fil des ans, me consommer complètement. Là. J'adorais ça. Et j'ai réalisé aussi avec la venue, on pourra peut-être en parler, mais dans les premières années, donc, c'était plutôt calme, mais j'ai passé 5 ans en politique municipale. Mais vers la fin, surtout la dernière année, on avait des gros dossiers. Là, il y a les médias sociaux qui entrent en jeu. Et je me retrouvais beaucoup à intervenir sur les médias sociaux. Des fois, j'essayais de rectifier les faits. En tout cas, tout cet environnement-là a été très formateur. J'étais très passionnée. J'ai brigué la mairie de Ville-Mont-Royal en 2021. Malheureusement, ça ne s'est pas soldé comme je l'aurais souhaité. Mais je ne regrette rien. J'avais une belle équipe autour de moi. On était une équipe de 8 parce que le conseil passait de 6 à 8 conseillers. Donc, 9 avec... le maire ou la mairesse. Et donc, je regrette rien. J'ai fait une excellente campagne municipale. Ça m'a appris plein de choses. Je n'ai pas gagné, mais ça m'a ouvert une autre porte, la politique provinciale. Ben c'est ça. Dans le fond, vous êtes fait aussi un peu connaître du milieu politique au sens large du terme. Et puis, bon, évidemment, ça tombe jamais dans l'oreille de sourds, d'organisateurs, de partis politiques. On connaît ça un petit peu... George et moi, on a fait quelques années en politique. Alors ça, c'était 2021. Puis 2022, vous vous faites élire avec le Parti libéral du Québec, député donc de Mont-Royal, Outremont. Et alors, racontez-nous un petit peu ça. Comment on vous a approché, là? on veut savoir un petit peu, c'était quoi la connexion? J'imagine que Mme Anglade, Dominique, qu'on connaît bien, qu'on salue, elle vous a approché. Comment ça s'est passé? Je vous explique ça hyper candidement. Donc, là, on se replace. On est novembre 2021. Je perds mon élection municipale. Là, mes enfants sont un peu plus grands. Moi, je suis devenue passionnée de politique. Je suis bien connue dans mon milieu. J'aime faire avancer les dossiers, tout ça. Et je perds mon élection municipale et je suis extrêmement déçue, mais aussi... déstabilisée et presque au lendemain de cette défaite, moi, ça commence à tourner là, dans ma tête, mais là, j'allais faire ça à temps plein, moi, la mairie de Ville-Mont-Royal. Je suis passionnée de politique. J'aime être impliquée dans mon milieu. Qu'est-ce que je fais? Donc, rapidement, c'est moi qui s'est dit, il y a autre chose. Et peut-être même que ça arrive pour une raison. Décourage-toi pas. Donc, honnêtement, je pense que dans les 2 semaines qui ont suivi l'élection ou la défaite au municipal, c'est moi qui a pensé au parti, qui a pensé continuer. Et je me souviens d'avoir appelé mon mari. On était à peine en novembre ou en décembre 2021. J'ai dit, Michael, je sais ce que je vais faire. Non, je vais pas aller je ne retourne pas au droit. Non, je pense pas que je vais aller à temps plein travailler pour une fondation ou autre. Je suis faite la députée libérale de Mont-Royal, Outremont. Si M. Arcan, comme on pensait possiblement...
Il l'avait pas encore annoncé, il l'avait pas annoncé. Non. Non. Moi, je connaissais Pierre. Je l'avais côtoyé. C'est un gentleman. Oui, gentleman absolument. Il nous écoute à l'occasion et je sais aussi que il lit par moments des textes de blog que j'écris et on le salue lui aussi, un gentleman, effectivement. Absolument. J'ai beaucoup d'admiration pour Pierre et beaucoup d'admiration pour Dominique. On va y revenir. Donc, honnêtement, j'ai eu cette réflexion-là par moi-même. Et c'est moi qui a parlé à Pierre, puis qui a parlé à Dominique. Pierre, il n'était pas encore... il n'avait pas annoncé, mais il dit, tu sais, Michel, si c'est pas Mont-Royal-Outremont, ça pourrait être un autre comté pour toi. Il va y avoir... parle à Dominique. Donc, moi, honnêtement, j'ai parlé à Pierre, j'ai parlé à Dominique, que je connaissais un peu, que j'admirais énormément. Et puis, les choses se sont tombées en place. Au fil des mois, je dirais que c'était réglé au printemps de 2022. Wow. Mais là, ce que je comprends, c'est que toi, tu voulais vraiment Mont-Royal Outremont. Parce que... Mais honnêtement, Salim, qui ne voudrait pas avoir Mont-Royal Outremont? Mais la différence, c'est que là, tu as une raison supplémentaire. C'est ton milieu de vie. C'est là que tes enfants grandissent. Tu le connais le comté. Oui. Et considérant mes débuts en politique, là, au municipal, puis souvent, les gens me disaient, mais t'es donc bien patiente, Michel. Les gens t'appellent pour des histoires de poubelles, de compost, d'eau, d'âne, de déneigement. Bon, on avait aussi des plus gros dossiers de redéveloppement. Il y avait des questions d'urbanisme, des questions d'architecture. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, le municipal. Mais c'est vrai que j'ai cette patience et ce sens de l'écoute, puis ce sens de faire avancer des choses, puis d'être à l'écoute, puis d'aider les gens. Donc, et dans mon milieu. Donc, oui, tu sais, quelqu'un dit, mais idéalement, si je continuais, c'était à Mont-Royal-Outremont pour vraiment, c'était pour moi la continuité de mon implication. Écoutez, est-ce que j'aurais accepté une autre circonscription? Potentiellement. Mais finalement, on m'a offert Mont-Royal-Outremont, puis c'était la meilleure des choses. Donc, parce que oui, effectivement, si on pense à mon déménagement de Thetford Mines à Montréal, j'habitais sur Côte-des-Neiges. Je partageais un logement au coin de Ridgewood. Donc, ça fait 30 ans que je vis dans Mont-Royal-Outremont. Je connais bien l'Université de Montréal, George, je sais que tu as plusieurs questions. Il y en a une qui arrive, je pense, à un bon moment. C'est très intéressant. Donc, vous vouliez continuer... on a dit qu'on allait se tutoyer, n'est-ce pas? Tu disais que tu voulais continuer ton engagement politique. Et là, la politique provinciale t'intéressait. Là, tu as dit spontanément que c'est toi qui as cherché ça un petit peu, qui a provoqué ça. C'est vrai. Pourquoi le Parti libéral du Québec? Parce que ça peut paraître un peu naturel quand on pense à Mont-Royal, Outremont, qui ont été des comtés. Dans le passé, ils étaient séparés, mais enfin, depuis, maintenant, ils font une seule circonscription. A toujours été PLQ, cette circonscription-là. Mais au-delà de l'ADN un peu de la circonscription, pourquoi le PLQ, à un moment où, on va se le dire, le PLQ n'avait pas nécessairement le vent dans les voiles. Dominique Anglade travaillait fort, a fait ce qu'elle pouvait. Pourquoi le PLQ à ce moment-là? Bon, excellente question. Moi, je n'aurais jamais associé mon nom à aucun autre parti. Je viens d'une famille libérale, donc pour moi, ça ne répond pas vraiment directement à ta question. Mais non, ça va. Mais on va y venir à mon propre positionnement. Donc oui, je suis libérale de tout temps, je suis une fédéraliste, mais les valeurs libérales sont très importantes pour moi. Et si on regarde l'année qui a précédé, donc quand j'étais plus active au municipal, je suivais ce qui se passait au provincial. Et évidemment, dans les mois qui ont précédé mon annonce, je regardais ce qui se passait au niveau de la CAQ, qui n'est pas un parti avec lequel je suis en total désaccord sur tout, pas du tout. Mais des décisions qui ont été mises de l'avant. Puis je me souviens comment j'ai réagi quand j'ai entendu le premier ministre parler de la loi 21. La loi 96, pour moi, allait beaucoup trop loin. Là, ça venait vraiment m'interpeller et me dire ça n'a pas de sens, ça va trop loin. La loi 101 fait la job. Comment se fait-il que là, soudainement, on veut traiter les nouveaux arrivants comme ça? Entrer la loi 101 au cégep. Je voyais que ça allait vraiment trop vite. Je me disais, non, le Parti libéral, c'est le parti qui va prendre la bonne décision dans ce dossier-là. Je suivais ça de près et c'est le seul parti qui a voté contre parce que, justement, ça allait trop loin.
Les valeurs d'inclusion, les valeurs de justice sociale, la place du Québec au sein de la Fédération. Honnêtement, je n'aurais pas pu m'associer à aucun autre parti, mais vraiment sur ces enjeux-là d'identité puis de langue, dans les mois qui ont précédé mon annonce, ça m'a vraiment confirmé « Oh, moi, je suis à la bonne place, je ne peux pas être ailleurs. » Et je trouve vraiment que on est dans une situation, il y a une dichotomie là, en ce moment. Les réalités de Montréal ne sont pas bien représentées à l'Assemblée nationale, ou en tout cas, ils le sont par quelques députés, dont moi, puis je me doutais que c'est-à-dire que quand j'ai annoncé que j'allais me présenter, j'acceptais le fait où j'étais prête à être dans l'opposition. Moi, j'espérais que Dominique prenne le pouvoir. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis présentée avec le PLQ, c'est que Dominique, c'est une femme que j'admire. Elle m'inspirait. Quand elle ouvrait la bouche, moi, je me reconnaissais en elle, en son discours. Donc, j'étais très fière de me présenter à ses côtés, mais j'étais prête à siéger à l'opposition. S'il le fallait, je me disais... le Parti libéral ne disparaîtra pas. Ses valeurs sont extrêmement importantes à mettre de l'avant. Toutes les communautés, tu sais, vivant à Montréal depuis 30 ans, ayant quitté la petite ville, je me dis, cette voix pour les communautés, cette voix pour les Québécois, pour tous les Québécois, pas seulement ceux qui sont de souche, là. Tu sais, bon, je touche vraiment la pertinence pour moi du Parti libéral. Moi, c'est ce qui vient me chercher dans mes triples. On peut parler de santé, puis d'éducation, puis de logement, etc. Là, c'est des dossiers avec lesquels on a une vision au Parti libéral, l'économie, évidemment. Mais sur la question de la langue puis de l'identité, pour moi, c'est fondamental. Puis ma place sur ces enjeux-là, c'est avec le Parti libéral. Puis je trouve ça très important qu'il y ait une voix forte. À l'Assemblée nationale, malheureusement, pour le moment, la CAQ a une super majorité, mais on a juste à regarder la décision récente qui touche de façon très négative les universités anglophones. Je me dis, il faut que quelqu'un s'oppose à ça. Il faut que quelqu'un dise que c'est pas la voie à suivre, c'est pas comme ça qu'on va protéger le français de façon inclusive. Là, je vais un petit peu trop loin, mais ça répond à votre question pour le Parti libéral. Puis je regrette pas du tout ma décision, même si je suis dans l'opposition, qu'on est seulement 19, le rôle me plaît énormément. Là, justement, on rentre au Parlement, puis c'est sûr qu'en termes d'expérience en politique, vous n'êtes pas nécessairement une recrue. Vous aviez déjà l'expérience au municipal, mais au provincial, vous rentrez, vous êtes une recrue. Puis, moi, ça m'intéresse toujours de savoir, les attentes ou les perceptions qu'un aspirant député ou une aspirante député a versus la réalité quand on rentre au Parlement. Comment vous avez vu ça? Surtout que au tout début, juste après l'élection, ça n'a pas été l'idéal pour les libéraux. On parle de... Tu rentres là, tu es excité, tu gagnes ton comté. C'est sûr que tu gagnes pas le gouvernement, mais quand même, il y a un engouement, il y a un excitement. Tu gagnes. C'est un privilège. Mais c'est certain que c'est un privilège. Donc là, tu rentres au Parlement, puis la première chose que tu as comme expérience, c'est les couteaux qui sortent, c'est les bâtons dans les roues, la démission de la chef, l'expulsion de toute la saga avec Marie-Claude Nichols. C'est un caucus qui est pas mal divisé, c'est le chaos. Puis là, comme une recrue au Parlement, comment tu vois ça? Non, on va se dire les vraies affaires. Là. Les premières semaines, moi, autant, là, je gagne mon élection, mais j'ai gardé cet enthousiasme-là. J'étais très, très heureuse, très enthousiaste. J'avais des attentes, puis on pourra en parler. Moi, finalement, ça se passe pas mal comme je l'avais anticipé. Peut-être pour le travail de parlementaire, on y viendra, mais c'est certain que les premières semaines ont été difficiles. Le départ de Dominique, toute la saga autour de la 3e vice-présidence. Est-ce que ça m'a découragée? Non. Je suis demeurée... j'ai gardé le cap, j'ai tenu le cap, je suis restée focusée sur mon rôle de parlementaire. Puis on parle de l'équipe. C'était très difficile, le départ de Dominique, puis de voir une parlementaire de grande qualité comme Marie-Claude Nichols ne pas siéger avec nous. Puis encore aujourd'hui, ça me dérange de voir qu'elle n'est pas avec nous. C'est un non-sens. Oui, c'est un non-sens. Ça me fait vraiment quelque chose. J'aimerais bien qu'elle fasse partie de l'équipe. Mais je ne suis pas devenue découragée. Ça n'a pas affecté mon enthousiasme. Moi, je me suis dit, j'ai un rôle à jouer. Là. Je suis élue. On a du travail à faire. Justement, pour le mentionner tout à l'heure, on est peu nombreux et il y a tous ces dossiers à surveiller.
tous ces dossiers de porte-parole, c'est sûr qu'on ne peut pas tous parler en même temps des différents dossiers. Donc, on se voit signer des dossiers de porte-parole. Et moi, je me suis dit, j'ai un rôle à jouer. Là, on met le drama de côté, puis on regarde en avant. Donc, ça ne m'a pas découragée outre mesure. Puis là, évidemment, la charge de travail est importante. Ouais. Ben oui. Dans l'opposition, en plus. Dans l'opposition, c'est ça, on commence à siéger. Il y a des commissions parlementaires, des projets de loi à étudier. Il faut s'occuper de notre circonscription. C'est ça. Aussi, les enjeux locaux. Donc, on peut parler du travail de parlementaire. Oui, mais dans le fond, c'est ma prochaine question. Oui. Tu sais, la différence entre être élu au municipal ou... Tu sais, on enlève toute la charge parce qu'on ne va pas dire que les élus au municipal, ils font rien. C'est sûr qu'ils font beaucoup de travail. Mais parfois, c'est pire encore. Ben, c'est la proximité. Hein, c'est un petit gouvernement de proximité, donc il y a beaucoup de travail. Mais à la fin de la journée, tu rentres chez toi. Oui, tandis que maintenant, tu as 3 enfants, tu as un mari, tu as une vie familiale, puis là, tout à coup, 3 ou 4 jours, dépendamment de la session, tu es à Québec. Cette réalité-là, tu ajustes comment? C'est sûr que c'est ce qui est le plus grand défi, c'est de quitter la famille à chaque semaine pendant 3 jours. Mais c'est extrêmement intense, mais c'est... Bon, parfois, on s'y rend le mardi matin très tôt. Finalement, j'ai pris l'habitude d'arriver le lundi soir pour être... Je préfère être déjà rendu à Québec mardi. Fait que c'est 3 nuits. On ne siège pas toutes les semaines de l'année, il faut le rappeler. Là. Comme je trouve qu'en général, tu sais, janvier puis juillet, c'est des mois où ça ralentit beaucoup. Puis il faut prendre le temps de... On n'est pas en vacances, mais de respirer. De respirer, exactement. Mais autrement, non, moi, ça me convient parce que j'avais besoin de ces défis-là. Okay. Puis quand je suis là, à Québec, je fais ça 100%. 100%. Ben oui. Là, je suis pas comme distrait. Évidemment, je parle à mes enfants, mais ils sont... À mon mari, mais ils sont autonomes. Eux vont bien, eux font leur affaire, puis ils sont super fiers puis contents. Pour moi, ils l'ont vécu avec moi, la défaite au municipal. Ouais. D'ailleurs, quand je leur ai dit que je me présentais, on dit non, maman. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu perds, vas-tu être correct? Mais ils ont vu à quel point j'étais investie dans le projet, comment j'aimais ça, puis comment j'étais déçue. Donc, ils me soutiennent. Donc, pour moi, ça rend les choses plus faciles. Quand je quitte, ils sont comme... On est correct, maman. Ouais. Fais-toi-en pas. Des fois, j'appelle. C'est comme, pourquoi tu nous appelles? On est correct. C'est très bien qu'on est correct. J'ai juste besoin d'un petit 2 minutes. Mais donc, pendant 3 jours, je me consacre à fond à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Puis, tu sais, il faut commencer tôt le matin. Il faut suivre l'actualité. Évidemment, il faut suivre nos dossiers en particulier pour être prêt à intervenir, à s'inscrire, à poser les bonnes questions. Mais il faut suivre l'ensemble des dossiers. Pour être prêt, là, quand on est là en point de presse avec le chef ou avec un collègue, puis on se fait poser des questions. Donc, je trouve ça extrêmement stimulant. Il y a beaucoup d'adrénaline. Honnêtement, à ce stade de ma vie, ça me convient parfaitement. C'est intense, mais c'est 3 jours semaine à Québec. Puis le reste, on ralentit un peu plus dans la circonscription. Mais l'aspect local est très important pour moi. Oui. Parce que j'ai l'impression d'être encore un peu dans le rôle d'élu municipal, même si c'est évidemment pas le cas. Là. Les gens ne m'interpellent pas sur des questions municipales, mais les gens contactent le bureau de circonscription souvent juste pour pouvoir parler à quelqu'un, avoir une écoute. Être aiguillé. Oui, dirigé. Et être ensuite dirigé dans la bonne direction. Non, si vous saviez à quel point le rôle d'élu, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est d'avoir un sens de l'écoute. Si on ne veut pas écouter... Puis le temps, on n'est pas à notre place. Mais moi, c'est ce qui m'a drivé dès le début. C'était d'aider les gens, d'être à l'écoute. Donc, ça, je le fais encore beaucoup. Puis en plus de ça, souvent, on a tendance à, quand on pense au comté de Mont-Royal-Outremont, on imagine... surtout le côté un peu cossu de la circonscription. Mais la réalité, c'est que dans Mont-Royal-Outremont, il y a aussi de réelles difficultés que certains de nos concitoyens vivent. Le bas de la Côte-des-Neiges, etc. Il y a quand même beaucoup d'enjeux. Et d'ailleurs, j'ai déjà travaillé pour un député d'Outremont dans le passé, donc je connais un petit peu cet enjeu-là. Et donc, c'est sûr que je ne peux qu'imaginer un téléphone qui ne doit pas dérougir à longueur de journée avec ton équipe, Michel, là, qui doit prendre les appels, les cas de comté, les situations qu'il y a, aider les citoyens. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Oh, oui, merci de me poser la question, Salim, parce qu'effectivement, Mont-Royal-Outremont, puis ça, je l'ai dit et redit, puis vous me donnez l'opportunité de le mentionner à nouveau. Vraiment, comme tout autre quartier à Montréal, c'est pas un quartier homogène. Là. Oui, on peut penser. C'est sûr que
il y a beaucoup de professionnels, des gens d'affaires, tu sais, des gens qui ont bien réussi, qui sont bien établis. Il y a une certaine richesse, évidemment, je ne le cacherai pas. Mais comme n'importe quel autre quartier, il y a des gens qui viennent de différents horizons. Et oui, il ne faut pas oublier que la circonscription inclut la moitié du secteur Côte-des-Neiges, qui est un secteur... il ne faut pas nécessairement dire que ce secteur-là est pauvre. Non, il n'est pas homogène. Il y a des défis. En fait, ce que j'adore de Côte-des-Neiges, c'est la diversité. C'est ça. Toutes les nations, toutes les nationalités sont représentées. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui aboutissent dans le secteur Côte-des-Neiges et qui ont des besoins énormes en termes de logement, de sécurité alimentaire, etc., etc. Là, donc, ils ne sont même pas encore électeurs, mais tous ces gens-là ont besoin de soutien. Il y a des organismes communautaires. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve ça fantastique de représenter une circonscription aussi diversifiée. C'est ça. Pour moi, c'est diversifié égale richesse. C'est ce qui fait que Montréal, en général, est une ville formidable, qui vibre par sa diversité. Mais ça fait en sorte qu'il ne faut pas penser que la députée de Montréal-Outremont ne gère pas des enjeux difficiles ou n'est pas confrontée à une précarité. Je peux vous dire que j'ai vu dans mon porte-à-porte et dans mes visites d'organismes communautaires une grande précarité, une grande... insécurité. J'ai vu des... Donc, honnêtement, en faisant du porte-à-porte dans Montréal-Outremont, là, tu constates à quel point tu côtoies les extrêmes là, et tu vois les inégalités sociales sont palpables. Puis je me dis, il y a quelque chose à faire avec ça. Là. Puis il y en a eu une aide. Ouais. Mais moi, ça m'interpelle beaucoup et j'admire beaucoup le travail des organismes communautaires. Ils sont là sur le terrain, ils font une grande différence. Je vois que les familles qui arrivent ont ce désir de s'intégrer. C'est les mêmes besoins que nous tous, là. S'assurer que leurs enfants soient bien, soient en sécurité, aillent à l'école, apprennent le français, aient des amis, tu sais, une vie normale, paisible, en toute sécurité. Donc, moi, je me dis, quel privilège d'être la députée de Montréal-Outremont, Côte-des-Neiges, des fois, j'ajoute Côte-des-Neiges, et de pouvoir participer là, à ce qu'on continue d'avoir ce vivre ensemble qui fonctionne bien. Là. Peu importe ce que quelqu'un a envie de dire de Montréal, Montréal, c'est une ville fantastique. Le quartier Côte-des-Neiges est fantastique, puis il faut que ça continue, puis il faut qu'on puisse aider dans des moments, parce que là, on est en situation de crise avec beaucoup de nouveaux arrivants, le coût de la vie qui est très élevé. Les organismes communautaires disent qu'en ce moment, ils voudraient revenir à la situation normale, là, de fréquentation normale, disons, d'une banque alimentaire comme Multicaf. Mais là, étant donné les enjeux d'inflation puis de hausse du coût de la vie, là, il y a comme, on le sait tous, là, que les gens qui ont recours aux banques alimentaires, c'est une proportion anormale. Donc, on espère que les choses redeviennent normales. Mais donc, pour moi, c'est un privilège. Puis oui, le téléphone ne dérougit pas. Puis j'ai des rencontres hyper intéressantes avec des gens d'affaires, avec des professionnels, mais vraiment souvent avec juste des gens qui ont des besoins, tu sais, qui veulent s'intégrer au Québec puis qui font face à des défis... tu sais, c'est administratif. Là. On veut juste leur simplifier la vie dans le quotidien pour que rapidement, ils puissent repartir leur vie. Effectivement. J'aimerais qu'on aborde un peu le sujet du Parti libéral. Il semble que, puis c'est pas nouveau, là, moi, l'argument que je fais depuis bien des années maintenant, ça date depuis peut-être 2012, là, avec le départ de Jean Charest. Il semble avoir un déclin dans l'intérêt, dans l'enthousiasme, même dans l'engouement de certains membres. On a vu la dernière élection de 2022. Pour moi, c'était une élection désastreuse là, pour le Parti libéral du Québec, pas juste en termes du nombre de sièges, mais en termes aussi de participation. On a vu que ça a été difficile, même avoir des candidats. Il n'y avait pas beaucoup de bénévoles, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Nous, on l'a vécu, ça, on l'a vu un peu en arrière-scène. Et je me demande, de ton côté, Michel, c'est sûr que tu as un aspect de ce que tu fais, tu es une élue, tu es au Parlement, tu fais le travail, mais de l'autre côté, il y a cet aspect partisan aussi qu'il faut peut-être s'en occuper. Toi, de ton côté, comment tu le vois? Est-ce que
ta perception de la réalité que vit le parti en ce moment est peut-être similaire à ce que nous, on dit dans plusieurs épisodes maintenant, que c'est difficile. C'est comme la roue n'est même pas là pour commencer à la tourner, là. Mais je pense que, j'espère que la roue est en train de tourner un peu. Là. Je pense qu'on a, dans les derniers mois, il y a des développements positifs. Vous avez parlé de ma collègue Madoua Nika Cadet qui est venue ici pour un podcast, donc qui a travaillé très fort au sein du comité de relance, à pondre un document, à faire en sorte, pas qu'on redéfinisse le parti complètement. Je pense que les valeurs libérales, on les connaît, elles sont encore très pertinentes, mais c'est comment on peut dire simplement aux gens qui nous sommes aujourd'hui et quelle est notre pertinence dans l'échiquier politique. C'est super important qu'on passe à travers l'exercice. Salim l'a bien dit d'ailleurs à Madoua, c'est comme si on a perdu la boussole. Il faut aller chercher la boussole puis la retrouver. C'est vrai, puis Georges, tu as raison, puis je suis assez lucide comme personne, là, j'ai pas la tête cachée dans le sable. C'est sûr que c'est difficile, cet aspect-là. Je me dis, oui, je fais mon travail, moi, c'est extrêmement stimulant, j'adore le rôle de parlementaire, je suis à ma place, tout ça, mais où s'en va mon parti? Ouais. Je veux le voir qu'on stagne, mais je vois notre équipe on est 19 au caucus, on est un caucus fort. Des fois, je me dis, bon, c'est fun que les médias nous s'intéressent un peu plus à nous. Il y a ça aussi. Mais on a un chef intérimaire. Marc Tanguay, c'est un excellent parlementaire. Il est excellent chef intérimaire. Il assure cette stabilité, cette cohésion. Mais là, on le voit, là, qu'on est très bas dans les sondages. Oui, ça me fait quelque chose, mais je garde espoir. Puis je me dis... les gens vont reconnecter avec nous. Il va y avoir la course je fonde beaucoup d'espoir sur la course au leadership. Marc se présente pas. Il y a d'autres personnes au sein du caucus qui ont annoncé qu'ils ne se présentaient pas. Mais est-ce que personne va se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec? Mais justement, voilà une question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Est-ce que le téléphone sonne ou qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je suis certaine qu'il y a des gens qui regardent ça, des gens d'affaires, des gens qui sont actuellement sur la scène fédérale, peut-être. J'ai pas de nom à avancer, là. Mon téléphone sonne pas, mais moi, il y a beaucoup de gens autour de moi, dans mon entourage, où à chaque fois, là, j'étais en vacances, là, récemment, évidemment, on a eu des discussions avec des amis, avec la famille, avec la situation de la CAQ actuellement, la montée du PQ. Je suis certaine qu'il y a des gens qui vont se pointer. Est-ce qu'ils vont se pointer aujourd'hui? Qu'on est à... Bon, on n'est pas 3 ans de l'élection, mais on est à plus de 2 ans et demi d'élection. C'est long, là. Ouais. Mais là, donc, j'ai espoir qu'on ait des bons candidats à la course à la chefferie. Je pense qu'on a choisi la bonne date, printemps 2025. Il y a eu toute une discussion, mais pourquoi vous attendez aussi longtemps? C'est vrai que ça va peut-être faire en sorte qu'on va rester au même niveau dans les sondages, mais là, à un moment donné, il faut aussi être conscient que quelqu'un qui veut venir de l'extérieur ne viendra pas 2-3 ans d'avance, ne va pas laisser un travail, un boulot, va venir au moment opportun. Puis je pense qu'avoir une course avec une élection printemps 2025, ça donne amplement le temps à la personne évidemment de faire la course, de faire valoir ses idées. Et ensuite, faire la tournée du Québec, puis mettre de l'avant la plateforme. Puis les éléments du rapport du comité de relance je peux pas croire que la personne qui va devenir notre chef va mettre de côté le rapport. C'est impossible. Non, c'est du bonbon. De toutes les manières, ce qu'il y a dedans, de toute façon, c'était des choses... il fallait juste les écrire quelque part. Là, mais... Il faut pas, puis je vais tester ça, mais juste finir en disant, je pense que c'est j'ai pas le diagnostic parfait, là, mais il y a eu, je pense, on a eu peur, on étant, tu sais, je pointe personne, le parti, on a eu peur peut-être de s'affirmer. Il ne faut jamais avoir peur de s'assumer, de s'affirmer dans nos valeurs libérales, dans qui nous sommes, dans ce qu'on défend. Peu importe si des fois, à très court terme, ça ne plaît pas, là, puis ça fait des vagues, il faut toujours se rappeler de qui on est, de ce qu'on veut comme Québec inclusif, prospère, tout ça. Donc, en fait, Michel, moi, personnellement, j'ai toujours dit qu'un parti politique, quel qu'il soit d'ailleurs, puis on le voit avec le Parti québécois en ce moment, enfin depuis quelques mois, lorsqu'on s'assume, même lorsque la population n'est pas d'accord avec nous, elle nous respecte. Et c'est moi, c'est comme ça que j'interprète, par exemple, la montée du Parti québécois. Bien sûr, il y a la grogne contre la CAQ, effectivement. Enfin bref, on ne fera pas le sujet là-dessus aujourd'hui, mais
Puis effectivement, le PLQ, à un moment donné, sa boussole, il l'avait un petit peu perdu. Puis tu faisais la mention de la loi 21, la loi 96. Puis même si le PLQ avait voté contre, disons qu'il y a eu quand même une espèce de petite saga. Puis disons qu'à un moment donné, il y avait même des libéraux, des vrais libéraux qui étaient comme, c'est pas notre parti, ça. Donc voilà. Mais sais-tu quoi? Je voudrais rebondir sur quelque chose que Alain Reyes a dit la semaine passée. Puis, à ce micro-là, il a dit au sujet du Parti conservateur du Canada que les conservateurs, c'était un peu les Jedi de la reconstruction. J'ai aimé l'expression. Il a donné l'exemple de Rona Ambrose puis Candice Bergen, qui ont été des chefs intérimaires. Exemplaires. Exemplaires dans leur rôle. Là. Ensuite, chacun aime ou n'aime pas les styles de politiciens, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais ont été exemplaires dans leur rôle de chef intérimaire, dans le sens que ils ont mis une espèce de bulle autour du travail parlementaire qui a été fait, de manière à laisser toute la place à une course à la chefferie ou aux courses à la chefferie qui ont eu lieu par la suite. Et ça a donné beaucoup de visibilité aux aspirants chefs et ceux qui sont devenus chefs par la suite. Et puis d'ailleurs, il disait moi, j'inviterai gentiment les gens du PLQ à penser, à s'inspirer des Jedi conservateurs à ce niveau-là. Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Là? Je sais que tu disais il y a un peu plus tôt que Marc Tanguay faisait un bon travail parlementaire, effectivement. Puis d'ailleurs, il n'y a pas juste lui, c'est toute une équipe là, autour de ça, mais est-ce que, justement, on ne devrait pas commencer à créer un certain engouement autour d'une course? Je sais qu'il n'y a pas encore de candidats déclarés, mais il faut un peu de, excuse-moi l'expression, mais un peu de sparkle là-dedans, un peu de... Oui, c'est intéressant. Puis ce que je dirais, puis tu as parlé d'une bulle autour du travail parlementaire. En tout cas, moi, ça m'a fait penser qu'il faut jouer notre rôle d'opposition officielle. On est élu pour ça. C'est un rôle à prendre tout à fait au sérieux. Il faut être présent dans les commissions parlementaires et à tous égards, il faut jouer le rôle d'opposition officielle. La population compte sur nous. Mais il faut aussi être sur le terrain. Donc, à un moment donné, on manque d'heures dans une journée, mais il va falloir être un peu plus... puis je l'ai dit à mes collègues, comment on peut faire plus de tournées aussi en attendant. Ouais. Idéalement, là, il va y avoir dès 2024, là, j'espère on est dans la première semaine ou dans la deuxième semaine, il va y avoir dans les mois qui suivent de l'engouement. On va entendre parler de certains candidats, j'en doute pas, mais attendons pas là, de... Je pense qu'il faut un peu changer notre stratégie. Puis oui, il y a le travail parlementaire, il faut actuellement le caucus, parce que ce sont nous là, les visages du parti actuellement. Il faut faire du terrain, il faut faire des tournées en région. Oui, il faut repartir la machine, il faut s'occuper de nos militants. Donc, tout ce que vous avez dit est vrai. Donc là, il y a comme, en attendant la course, il faut s'activer, là, parce que voilà, les choses peuvent changer, mais faut pas attendre le chef comme un messie non plus. Ça, là. Ouais. C'est ça. Nous aussi, on a un rôle sur le terrain. Je pense que les Québécois sont prêts, sont vraiment prêts à entendre autre chose. Puis c'est pas vrai que le Parti libéral, c'est le parti de Montréal ou c'est le parti des Anglos. Est-ce que moi, je suis une fille qui représente juste Montréal? Est-ce que je suis une anglophone? Non, moi, je suis une personne qui a grandi en région, dont la langue maternelle est le français, mais dont le père est allé à l'école en anglais. Mes parents ont eu cette brillante idée d'envoyer ma sœur et moi à l'école primaire en anglais, dans une petite ville, là, où il y avait une minorité anglophone, mais moi, je pouvais y aller parce que mon père avait fait ses études en anglais. Donc, moi, j'ai ce bagage-là là, d'avoir été élevée dans une maison bilingue, si on veut. Ça fait pas de moi une personne moins fière de sa langue. On pourrait en parler longuement. Là. Mes enfants, je veux qu'ils parlent... puis ils parlent et ils écrivent un français impeccable, je l'espère. Pour nous, la rigueur, c'est super important. Mais tu sais, c'est au primaire et au secondaire. Puis après ça, les jeunes, dans le monde dans lequel on vit actuellement, au cégep, à l'université, il faut leur faire... Tu sais, on les laisse faire leur choix. On veut les outiller. Là où je veux en venir, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui pensent comme ça. Je pense que les jeunes sont ouverts sur le monde. Les Québécois sont vraiment prêts, selon moi, à entendre
entendre. C'est pas nouveau ce qu'on dit au Parti libéral, mais ils sont prêts à reconnecter avec nous puis nos valeurs, mais encore faut-il qu'on soit sur toutes les tribunes puis qu'on soit pas juste dans la bulle de verre là, à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on ait ces discussions-là. C'est sûr que c'est le chef qui va faire le ou la chef qui va faire le bruit, qui va faire en sorte que les choses vont changer, mais il faut être plus dans les médias, il faut communiquer efficacement. On est vraiment, je pense, là, en ce moment, avec la CAQ qui va pas très bien, disons-le, là. Ouais. Puis le PQ, oui, qui va bien, mais le PQ, c'est parce que ça, ils ont un message clair, bon, on sait, mais la population ne veut pas que le Québec se sépare. Exactement. Mais justement, ça nous amène à la question que j'avais, parce que tu parlais de stratégie, puis tu parlais que il va falloir peut-être réallumer certaines choses, puis inviter les membres à rapprocher le parti, et mettre la machine en marche encore. Puis c'est intéressant quand même ce qui se passe avec le PQ, parce qu'il y a une montée. C'est sûr qu'eux autres, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est leur idéologie. On parle de souveraineté beaucoup, puis on sait le message est très clair de Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, d'ailleurs, on le dit souvent sur ce podcast-là, je trouve que 2023, c'était l'année du PQ. Ils ont performé absolument de façon impeccable, à 3 et à la fin, avec 4 députés, d'avoir tellement d'attention et d'avoir tout cet appui-là et de grandir comme parti comme ils l'ont fait, c'est quand même impressionnant. Chapeau. Mais là, la question que moi, je me pose, en voyant cette montée du PQ, c'est sûr que en termes d'anciens stratèges ou d'anciens attachés politiques, on voit ça puis on se dit, OK, c'est sûr qu'il y a une opportunité là-bas. D'un côté, si le PQ continue à marteler ce message-là de souveraineté puis de séparation, puis ils ont fait leur budget de l'an 1, à un moment donné, s'ils continuent à marteler ce message-là, ça va nuire au caucus de la CAQ parce que, juste pour rappeler aux gens, la CAQ, c'est une coalition de souverainistes puis de fédéralistes. À un moment donné, et on le disait ça aussi la semaine passée avec Alain Reyes, si ça devient le sujet numéro 1, il va falloir qu'ils prennent une position quelque part. Donc ça c'est une opportunité parce que ça peut créer une certaine faiblesse au niveau de la CAQ. L'autre opportunité, c'est le seul parti au Parlement qui se définit comme un parti fédéraliste, qui est le Parti libéral du Québec, et est silencieux. Et moi, je me demande, coudonc, pourquoi on saute pas sur cette opportunité-là? Et je me demande, est-ce que c'est quelque chose, comme tu viens de dire, qu'on attend que le nouveau ou la nouvelle chef s'en occupe, ou est-ce qu'on est un peu ambivalent de sauter dans cette game-là parce qu'on veut pas donner de l'attention à cette stratégie-là ou à tout ce discours-là, à toute cette game-là de souveraineté? C'est quoi? On est où au Parti libéral concernant cette montée-là et spécifiquement sur un sujet qui nous a toujours distingués, là. C'était toujours souverainiste, fédéraliste, puis... Mais tu mets le doigt dessus, là. On est où? Est-ce que nos messages sont trop dilués? On est partout, mais nulle part. C'est fou que je sois en train de dire ça. Citez-moi pas là, la députée libérale de Montréal. Autrement, on dit qu'ils sont partis et nulle part. Mais c'est quand même la réalité. On ne va pas se cacher derrière notre pouce. Oui, non, je le dis en blague. Mais il ne faut pas se cacher. Non, effectivement, est-ce que c'est les médias qui ne nous... On a quand même des députés dans l'équipe qui ont beaucoup de notoriété. Je pense à ma collègue Marois Risky, qui est une parlementaire, une femme exceptionnelle, là, brillante, elle fait de la politique avec toute sa passion et son style à elle est là. Et elle le mérite. Elle a une superbe tribune. Mais il me semble qu'on n'a pas assez... de punch. On dirait que les autres, soit qu'on nous donne pas, qu'on prend pas notre place, ou comme équipe, on prend pas notre place. On est, encore une fois, on joue notre rôle de l'opposition officielle. On est assis dans toutes les commissions parlementaires du début à la fin à étudier les projets de loi. On a des positions intelligentes sur tous ces dossiers-là. On bonifie. Mais veut pas, tu regardes une équipe comme le PQ, ils sont 3, ils sont 4. C'est vrai qu'ils ont une bonne année. Comment ils réussissent, eux autres? Parce qu'ils sont stratégiques, puis parce qu'ils ont l'attention des médias, puis ils sont bons, mais nous aussi, on les a, les messages. Il va falloir qu'on apprenne à faire du bruit. Alors, à être efficace dans nos communications. Alors, bon, chose est certaine, c'est quand on est dans l'opposition, c'est très ingrat. C'est sûr que
les médias donnent beaucoup moins d'attention à l'opposition qu'un parti au pouvoir. À la limite, c'est un peu normal. Mais c'est vrai que les médias choisissent aussi qui veulent faire briller. Hein, donc, on parlait de Marois Risky qui fait un très bon travail d'opposition et se fait distinguer. Mais en même temps, il y a 18 autres députés dans ce caucus-là qui font aussi un beau travail et peut-être qui retiennent peut-être moins l'attention des médias. D'un autre côté, le Parti québécois, je me demande, moi je me suis toujours posé la question, est-ce que si ça avait été le PLQ qui était à 3 députés, est-ce qu'on aurait fait autant est-ce qu'il y aurait eu autant de visibilité? Je n'enlève rien, bien sûr, à tout le travail que ces 3 ou 4 députés font. Là. Je ne leur enlève rien. D'ailleurs, je les respecte beaucoup et il y en a même certains que j'aime bien. Moi, je pense que la différence, c'est qu'ils se sont assumés. Ils ont dit, regarde, on est 3, on va s'assumer. Quel est le plan? Puis, we stick to the plan. Tu comprends? Puis, je sais pas, l'impression que j'ai, c'est que on est un peu pogné dans un trou. Moi, quand j'ai vu cette montée du PQ, je me suis dit, regarde, il peut pas le voir. Là, c'est comme on l'offre sur un plateau d'argent aux libéraux, puis il n'y a rien qui se passe. Mais en même temps, de l'autre côté, quand tu regardes le parti en tant que tel, il y a un problème de préparation, de mobilisation sur le terrain. Il semble avoir une absence d'intérêt. Puis la tâche semble ne pas être si facile de rallier les troupes et de les engager. Alors, c'est plus au niveau, donc, tu parles plus d'organisation de terrain. On parle moins du côté parlementaire à ce niveau-là. Au côté parlementaire, moi, mon sentiment, c'est que depuis 3 mois, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Tu as besoin des parlementaires pour faire leur job et en même temps, tu as besoin un peu de la machine pour appuyer tout l'effort. Depuis 3 mois, j'ai quand même l'impression que vous avez un caucus qui est quand même qui se sent bien mieux, une équipe, c'est vrai. Une espèce d'alchimie qu'on n'a pas ressenti dans la première année. J'imagine que la première année, ça devait être un peu le choc de l'élection 2022. Il y avait un choc de l'élection, il y avait aussi l'aspect, bon, là, il y a les nouveaux puis les anciens, mais là, les nouveaux, d'ailleurs, Marc le dit souvent, là, il n'y en a plus de nouveaux. Il n'y a plus de nouveaux, là, vous avez tous un an derrière la cravate. Vous avez tous de l'expérience, mais je pense que quand on se parle, je l'aime notre caucus, je l'aime notre équipe. Quand on se parle, puis quand au caucus, qu'on amène les sujets, qu'on les évacue, qu'on les étudie à fond, ensemble, la sagesse du caucus, on est toujours à la bonne place. Donc, il faut... tu sais, ça va vite en politique. Il faut prendre le temps de toujours... Il faut prendre le temps, là, ça peut être 5, 10, 15 minutes en caucus. On se parle et on aboutit avec la bonne position. On ne se trompe pas. C'est vrai que dans les derniers mois, franchement, on a fait un bon boulot. On est à la bonne place. Mais pour rejoindre tes commentaires, Georges, il y a quelque chose à faire. Là. Il va falloir qu'on simplifie notre message, qu'on parle directement aux Québécois de façon claire et concise, parce qu'en ce moment, ils ne savent pas qui on est. Ils ne savent pas ce qui nous drive, ce qui fait en sorte qu'on se lève le matin puis qu'on veut, on veut se battre jour après jour, se battre pour nos idées à l'Assemblée nationale, puis pourquoi on est là pour talonner la CAQ et c'est quoi notre place. Mais donc, c'est pas la faute, c'est trop facile les médias jouent un rôle, mais c'est pas la faute des médias, c'est pas la faute de qui que ce soit, là, c'est à nous de faire notre propre introspection. Puis avec le fait qu'il n'y ait pas de chef, c'est un énorme facteur, mais chef permanent, je veux dire. Là, oui. Mais c'est à nous de dire, voici, là, un peu comme le PQ, c'est clair, c'est simple leur affaire. On sait très bien où ils s'en vont, là. On sait très bien les enjeux qui les interpellent, puis ils le font de façon habile dans leur communication. Ils sont très... tu sais, je regardais le nouveau député de Jean Talon à la toute fin. Il n'était même pas impliqué dans le projet de loi 15, la réforme... sur la santé. Du réseau de la santé. Moi, je l'ai été pendant des mois. Il a fait une intervention au Salon Bleu qui était excellente. Sur la question du bâillon puis tout ça. Mais c'était une excellente communication que nous aussi, on en a plein de ces communications-là, à gauche, à droite, on a plein de bons porte-parole, tout ça, mais meilleure cohésion et toujours se rappeler aussi, mais qu'est-ce qu'on veut que la population retienne? C'est ça. Puis peut-être que l'exercice n'est pas... Peut-être qu'on ne boucle pas la boucle de façon assez efficace. Vraiment penser à notre communication et aussi aux jeunes. C'est un gros facteur. Tu sais, les jeunes, pas juste on pense, on le sait qu'ils sont beaucoup derrière Québec solidaire. Mais ça, quand on creuse un peu, je dis, moi, mes propres enfants, là, tu sais, j'ai deux jeunes adultes, 18-20 ans,
Puis j'ai un garçon de 16 ans. Bon, c'est sûr qu'ils sont... C'est sûr qu'ils ont voté pour moi, évidemment. Mais j'ai eu des discussions vraiment intéressantes avec elle et avec lui pour gratter, parce qu'ils sont interpellés de façon naturelle, instinctive par les idées de Québec solidaire. Mais il va falloir qu'on aille chercher les jeunes comme parti, puis qu'on les... l'aile jeunesse du Parti libéral a été dynamique, forte, va l'être encore, j'ai bon espoir, mais là, il faut s'occuper des jeunes, la question de l'enjeu climatique. Hey, c'est pas l'enjeu de Québec solidaire, ça. Ça concerne tout le monde. Ça interpelle les jeunes. Michel, je suis très heureux que tu parles de la question des jeunes. Et ça va peut-être être notre dernière question, George, je ne sais pas, à moins que tu en aies d'autres, là, mais justement, les jeunes, on dit toujours que c'est très important, etc. Au PLQ, effectivement, ça a toujours été l'aile jeunesse la plus importante d'un parti politique partout au Canada, pas juste ici au Québec. Et là, en ce moment, si on voit un peu tous les partis d'opposition, on voit Québec solidaire, on a Gabriel Nadeau-Dubois et puis bon, il fait un tandem avec Émilise Lessard-Terrien qui ont environ 32 ans chacun. On a Paul Saint-Pierre Plamondon qui est quoi, mi-quarantaine peut-être. Puis bon, on a au pouvoir, on a la CAQ avec François Legault qui est... c'est le doyen. C'est le doyen. Il s'est fait élire en 96, si ma mémoire est bonne, là. C'est le doyen de l'Assemblée nationale. Bon, on a un parti libéral qui cherche son chef ou sa chef permanente dans la prochaine année et demie. Justement, est-ce que ça prendrait pas une espèce de changement générationnel au niveau de la chefferie du PLQ? Parce que j'ai l'impression que si on allait chercher quelqu'un pour donner la réplique à François Legault, ce serait un peu comme deux partis qui auraient des gens d'une génération à peu près similaire versus deux autres partis qui ont des jeunes à leur tête. Bref, j'ai fait une longue introduction. Est-ce que tu penses que un jeune ou une jeune viendrait insuffler quelque chose de nouveau à ce... C'est intéressant comme question. Non, moi, je suis pas prête à dire que c'est l'âge de la personne qui... Je pense que c'est le discours, là. Le discours qui met de l'avant là où le Québec doit s'en aller, le Québec moderne de demain. Parce que nos jeunes, j'en ai 3 à la maison, j'échange avec leurs amis... et je lis et je pense que les jeunes ne veulent pas d'un Québec indépendant, en majorité. Non. Ils sont inspirés par Québec solidaire, mais quand on leur dit que Québec solidaire souhaite la souveraineté, ah bon? Oh, mais ça n'arrivera pas. OK. Les jeunes veulent entendre parler de... Je pense que les jeunes veulent un leader aussi qui est fort en économie. Marier l'économie avec l'énergie de demain, parler de la place du Québec au sein du Canada, comment est-ce que la Fédération a toujours bien fonctionné pour le Canada et le Québec et comment c'est comme ça qu'on devrait continuer dans le contexte mondial actuel. Défaire évidemment le discours de PSPP qui franchement était assez facile à défaire. Là. Son budget de l'an 1, bon, il a été critiqué, il aurait pu l'être encore plus. Non, je ne suis pas sûre que c'est l'âge. C'est sûr que ça va prendre un leader dynamique ou une leader dynamique. Tu sais, Dominique, pour moi, c'est pas l'âge, là, l'enjeu. Dominique, c'est une femme fin quarantaine, mais extrêmement énergique, dynamique, tout ça, qui est une femme... C'était pas son âge, l'enjeu, là. Puis c'était quoi l'enjeu? Ben, pas l'enjeu. Moi, j'ai pas d'enjeu avec Dominique. Oui, non, mais je veux dire, Dominique, c'est une question de timing, l'enjeu pour elle, je pense, avant tout. Tu sais, il y a des cycles en politique, il y a un creux, le parti est en creux, est arrivé durant la pandémie, elle n'a pas eu, tu sais, la tribune qu'elle aurait dû avoir comme chef de l'opposition puis comme chef du parti. Bref, on peut, mais je pense pas que ça passe forcément par une jeune personne, ça passe par quelqu'un qui a le discours moderne. Le Québec doit aller dans la bonne direction et doit être inclusif. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas peur du bilinguisme, pas du tout, au contraire, ils sont bilingues, ils veulent apprendre d'autres langues, ils voyagent, ils sont ouverts sur le monde, ils sont dans des classes, pas juste à Montréal, c'est sûr, plus à Montréal, mais dans des classes multiculturelles. Moi, mes enfants... ils
ils parlent de religion, ils parlent de signes religieux avec leurs amis. Il n'y a pas de sujet tabou. Ils sont ouverts, sont modernes, ils trouvent que ces débats-là identitaires, c'est presque... Des fois, ils disent, mais pourquoi on passe autant de temps là-dessus? C'est comme si le discours n'était pas aligné sur... La réalité des jeunes aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis claire. Absolument. Donc, c'est quelqu'un qui va porter ce message-là parce que je pense que c'est le message winner pour le Québec. On va devoir malheureusement mettre un point là-dessus. On a pris vraiment beaucoup de ton temps, Michel, puis on te remercie. À tout le monde qui nous suit, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On est sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes où vous aimez télécharger vos balados préférés. Allez nous trouver et nous suivre. Là, on commence quand? La prochaine session commence bientôt, dans 2 semaines, je pense? Fin janvier, la semaine du 29 C'est janvier. Ça. Bon, on va suivre de près ce qui se passe auprès du Parti libéral du Québec. Et évidemment, on invite tout le monde à suivre Michel Setlacoué sur tous ses réseaux. Vous êtes quand même assez active sur les réseaux, puis il y a pas mal de contenu là-dessus. Donc, encore une fois, un gros merci. Merci de votre temps, merci de votre générosité en temps, en information, en échange. C'est à moi à vous remercier, à vous deux, là, Georges et Salim. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment, j'étais très flattée. C'était un privilège, un honneur pour moi là, d'échanger avec vous. Donc, merci beaucoup de l'invitation. On l'apprécie énormément. Ciao tout le monde, on se voit bientôt avec un tout nouvel épisode la semaine prochaine. Bye bye!